Salut, ici Maps! Aujourd'hui, on va parler de mes lectures que j'ai faites au mois de novembre. Donc, j'avais une petite pile parce qu'il y a beaucoup de trucs que je n'ai pas encore lus dans les mois précédents et aussi parce que j'étais pas certaine avec les nominés des rendez-vous du premier roman. Mon Dieu, c'est difficile à dire. Donc, j'avais pas une pile immense et j'ai décidé d'y aller un petit peu au hasard. Habituellement, c'est assez organisé quel livre va suivre ma lecture en cours et j'ai décidé de demander à Google cette fois-ci. Donc, pour un petit peu spice up tout ça, j'ai commencé avec un livre qui fait partie de ma pile à lire, qui faisait partie du défi MH Tapal. Donc, c'était un ouvrage de plus de 500 pages. J'ai donc commencé mon mois avec Deux sœurs pour un roi de Philippa Gregory, un ouvrage que j'ai chez moi depuis un bon bout de temps. Et c'est là que je l'ai lu finalement. On est dans ce livre-là autour des années 1530. On va suivre deux sœurs, Anne et Marie. Boleyn, je suis pas certaine de la prononciation, mais j'ai regardé un truc sur YouTube, puis ça avait cette prononciation un petit peu plus française que ce que je croyais au départ. Donc ce sont deux jeunes filles autour, ben tu sais, elles vont vieillir, mais au début, là, plus comme 12-14 ans, elles sont à la cour d'Henri VIII, qui est marié avec Catherine, et elles vont être utilisées par leur famille afin de courtiser le roi qui, ma foi, est très frivole et qui aime les jeunes filles, oui, c'est ça, qui ne se gêne pas pour tromper sa femme dès que, ben, en fait tout le temps, je vais dire dès qu'elle accouche ou dès qu'elle est enceinte, mais en fait, il n'y a pas nécessairement besoin de raison, il fait juste ça tout le temps. Donc, on va suivre, je dirais, une bonne dizaine d'années. Au début, il va s'intéresser beaucoup à Marie, qui est quelqu'un d'assez naïve, vraiment pas axé dans la politique, une personnalité beaucoup plus laid back. Il va avoir une longue fréquentation, relation, oh, ça me donne mal au cœur de le dire, avec Marie. Et éventuellement, il va se lasser de Marie, particulièrement lorsqu'elle va accoucher, parce que oui, elle va tomber enceinte de ce roi. Et il va se tourner vers Anne, qui a vraiment une personnalité très différente de Marie. C'est l'opposé complètement, c'est la chevelure foncée, Marie c'est la chevelure pâle, mais Anne c'est celle qui est rongée par l'ambition, qui est très égocentrique, que son propre bien passe avant le bien de tout le monde, et qui va vouloir tout avoir, qui va vouloir séduire le roi coûte que coûte, et même plus que ça, le manipuler, avoir du pouvoir sur lui, être celle qui contrôle tout, et ça va être un jeu très dangereux dans ce monde et dans ces années où la place, la femme est inexistante, elles sont des pions, elles sont rien, donc ça va être un destin tragique qui l'attend. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman-là? J'ai adoré. Mais vous comprenez pas à quel point j'ai aimé ça. Je l'ai lu tellement rapidement. C'est un feu roulant d'action. Ça se dévore, ça se lit tellement bien. C'est comme un soap. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. On suit Marie. Donc, on est de sa perspective. Puis, ce qui est vraiment intéressant et le fun et aidant, c'est que Marie, comme je vous disais, elle n'est pas là-dedans, la politique. Donc, parfois, elle pose des questions, puis nous, ça nous permet de comprendre c'est quoi les enjeux, parce que les autres sont comme « Ouais, t'es pas vraiment bonne, là, comme t'es pas super intelligente, on va t'expliquer. » C'est vraiment pas une histoire d'intelligence, même si eux, ils la trouvent un peu stupide. C'est vraiment une histoire plus... Elle n'a pas d'intérêt pour ça, là. Particulièrement, tu sais, lorsqu'elle va avoir des enfants, elle va se rendre compte que, comme elle, l'important, c'est d'avoir sa famille. Elle veut rien savoir du pouvoir. Elle est tellement pas ambitieuse. Elle clash énormément avec sa famille, qui sont tellement avides de contrôle, de pouvoir, d'ambition. Ce sont des gens, ma foi, dégueulasses. Je comprends qu'il y avait une histoire d'époque, puis lorsqu'il y avait un roi, ben, ça favorisait le fait que
tu pouvais mettre tes pions à la bonne place, être doux, être mielleux, puis tu pouvais avoir des faveurs, tu pouvais avancer en termes de prestige et tout ça. Mais Marie, là, c'est pas ce qui l'intéresse du tout. Elle a 12 ans au départ, puis le roi s'intéresse à elle, ce qui m'a donné envie de... de plein de choses dégueulasses. C'est comme de le frapper, de l'engueuler, d'être malade. Tu sais, je sais que c'est une histoire d'époque, mais à quel point c'était comme upfront, là. Puis tu sais, il pouvait pas faire grand-chose, c'est le roi qui a le plus de pouvoir. S'il pouvait pas dire non, puis la famille qui utilise justement cet intérêt-là du roi envers Marie pour comme forcer Marie à avoir des relations avec lui, c'est écœuramment dégueulasse. Où est-ce que j'étais? Donc c'est ça, ça se lit super vite, puis on est de la perspective de Marie, donc ça nous permet de comprendre les enjeux politiques, tout ce qui se passe un petit peu autour, même si c'est vraiment pas là-dessus qu'on mise tout au long du livre, on est vraiment plus dans le personnel, et Marie et Anne ont un frère qui se nomme Georges, et on est beaucoup dans cette relation fraternelle-là, parce que oui, il y a beaucoup de compétition entre Anne et Marie, ben, particulièrement Anne qui est compétitive envers tout le monde et sa sœur. Marie, elle va se reculer puis elle est comme, écoute, si tu veux faire de la compétition, t'en feras tout seul. Marie, elle se bat pas fort fort. Et je me vois en cette jeune Marie. Mais malgré tout, il y a quand même tout le temps un safe space entre ces trois personnes-là, entre cette fratrie, parce que ce ne sont pas leurs parents ni leur oncle Howard qui va être de leur côté. J'avais des mauvais mots à l'esprit pour Howard, l'oncle, et même les parents. C'est-tu assez dégueulasse qu'ils font vivre à leurs enfants? C'est comme, il n'y a aucun amour, hein? C'est pas tes enfants, c'est juste des pions. Ils les traitent comme de la bouette. C'est dégueulasse. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais lu, là, L'Assassin Royal de Robin Hood, qui est une série vraiment que Daphné aime. Puis il y avait un personnage, il me semble qu'il se nomme Royal, justement, ou quelque chose comme ça. Puis c'est un personnage que je détestais. Ce n'est rien comparé à quel point je déteste Howard. C'est un des personnages que j'ai détesté le plus au monde et que je vais détester toute ma vie. Donc, c'est ça. L'histoire, feu roulant d'action, péripéties, revirements de situation, ça lâche pas. Les personnages, on aime ceux qu'on doit aimer et on déteste ceux qui sont faits pour être détestés. Il y a aussi des personnages, ma foi, super intéressants. C'est sûr qu'on va davantage creuser dans la personnalité de Marie, Anne, un petit peu Georges. Henri, on comprendra pas trop cette bébite-là, ce roi-là, ses décisions, ses choix. Ça serait intéressant un tome dans sa tête, mais un personnage que j'ai beaucoup aimé et qu'on a vu un petit peu, mais surtout dans les yeux de Marie, c'est Catherine, la reine. On a affaire à une femme forte, résiliente et qui ne s'abaisse pas à cracher sur les autres femmes, à les rabaisser, même si elle voit son mari courtisé, couché avec plein d'autres femmes et jeunes filles. Elle a jamais d'amertume, de rancune envers ces filles-là. On voit vraiment qu'elle met la responsabilité sur son mari, puis de toute façon, elle peut pas lui en tenir rigueur, elle peut pas rien dire non plus. Mais j'ai vraiment apprécié la droiture de cette femme-là, à quel point elle est forte. Et ça a été vraiment un personnage coup de cœur pour moi. Je l'ai beaucoup aimé, même si elle est en arrière-plan, probablement comme personnage tertiaire. Tu sais, elle gravite dans la cour et tout ça, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Et justement, c'est une série, ça c'est le 9e tome, je ne savais pas. Je ne crois pas que ce sont des ouvrages qui ont besoin d'être lus en ordre. Forcément, ça doit aider à comprendre bien les choses, mais lire de manière indépendante ce livre-là, j'ai pas été mélangée, on a bien mis en place toutes les choses, puis tu sais, je pense que le tome 9, c'est l'histoire de Marie et Anne, mais les autres tomes, de ce que j'ai compris, c'est l'histoire des autres personnages, donc au moment où c'était le plus important. Et j'aimerais beaucoup lire le tome sur Catherine d'Aragon. J'aimerais beaucoup continuer à lire cette série-là. J'ai vraiment aimé ça. Et l'autrice, parce que oui, Philippa, c'est une femme, en tout cas, je veux pas mégenrer, mais en tout cas, l'autrice, j'ai beaucoup aimé
comment elle aborde les sujets, parce qu'elle dépeint exactement les mœurs de l'époque, la misogynie, le fait que les hommes sont au pouvoir, que les femmes valent rien. Elle nous met bien dans le contexte, mais dans certains dialogues, dans certaines situations, on ressent quand même sa vision des choses, puis à quel point elle est en désaccord avec ça. Et j'ai beaucoup apprécié les thèmes abordés, comment c'est abordé, l'histoire, les personnages. Je trouve que c'est un ouvrage très riche. Je l'ai lu super vite et j'ai définitivement envie d'en savoir plus et de relire cette personne qui a écrit ces ouvrages-là. Je sais qu'il y a une adaptation cinématographique, d'où la couverture avec les personnages. Je vous dirais bien que je suis intéressée, mais vous savez que ça se passera probablement pas. Autant que la série des Tudors, qui est comme un petit peu liée. Ça doit être vraiment des trucs intéressants si le sujet vous intéresse. Mais si vous voulez lire là-dessus, là, je recommande fortement cette série. J'ai lu le collectif de nouvelles Projet P, 15 femmes parlent de peine, sous la direction de Karine Glorieux. Je vais dire ça ainsi parce que j'ai aucune idée si YouTube va me censurer si je dis le mot au complet, donc on va rester avec peine. Donc, c'est un collectif de nouvelles qui aborde le pen sous plusieurs angles. Un collectif avec uniquement des auteuristes. Donc, cette année, on dirait que j'ai envie de découvrir des nouvelles plumes et tout ça. Je trouvais que l'occasion était excellente ici. Malheureusement, j'ai pas trouvé que les textes étaient très forts de manière générale, ni très originaux. Donc, je vais vous faire un petit portrait rapido presto de ce que j'ai pensé de chaque texte. Donc, le premier texte, c'est celui de Marielle Giguère. Moi, j'ai un pen. J'ai trouvé que c'était un très bon premier texte, idéal pour donner le ton au recueil. Donc, c'est la rencontre du pen dans sa vie et l'évolution de la signification de ce dit pen et de son importance au cours de la vie de la protagoniste. Le deuxième texte, c'est Médiéval Dick de Fanny de Meule. Puis là, je lisais ça, puis j'étais comme, j'ai déjà lu ce texte-là. Je crois qu'il était dans son recueil de nouvelles « Je suis celle qui veut sauver sa peau » sous un autre titre, mais plus que je l'ai lu, plus que j'étais comme, oui, c'était pas surprenant. C'est pas le texte que j'ai préféré de Fanny de Meule. D'ailleurs, son recueil de nouvelles, c'était pas nécessairement là où je la préfère. Puis, oui, on parle de peine parce que la protagoniste veut comme prendre en main sa vie et veut vivre une première relation, mais ça ne se passe pas comme prévu. C'était quand même un texte à faire attention, là, trigger warning pour âmes sensibles. Par la suite, Phallucinogène de Marie-Julie Gagnon. Donc, l'importance et les traditions du pen autour du monde. J'ai trouvé ça très intéressant. Les histoires secondaires d'Ève Lemieux, j'ai trouvé que c'était des typiques histoires du secondaire, justement, et de la déception que les hommes peuvent nous faire vivre. Rompre de Nancy B. Pilon, ça a été mon texte préféré. J'ai trouvé qu'elle avait une très jolie plume. Une histoire qui semble banale au départ, mais j'ai embarqué au bout. Rebondissement sur rebondissement, j'ai beaucoup aimé. Moby Dick et autres monstres aquatiques de Chloé Varin. J'ai trouvé que c'était un super texte. Les parallèles avec les créatures aquatiques, fascinants et divertissants. Vraiment, là, c'est un texte avec de l'impact parce que les images et tout ce qu'on apprend à propos des créatures aquatiques, c'est juste comme... Ce sont des créatures, ma foi, très étranges. Le petit bout qui dépasse de Marie-Noël Gagnon, c'est un texte sur une femme qui attend un enfant et qui croit que ce sera une fille. Donc, c'est des réflexions sur sa préférence entre les deux genres et sur les privilèges des hommes. James Bond, s'il te plaît, de Suzanne Meir. Ça parle d'un homme avec un bon problème érectile, sans plus ni moins. Peine publique de Corinne Larochelle. Je l'ai abandonné. J'avais vraiment très peu d'intérêt pour ce
texte-là. C'est en fragments, puis ça commence avec les lettres de l'alphabet, donc il y a comme 26 petits fragments. Puis je trouvais pas le lien avec la lettre. Rapidement, je me suis comme ennuyée. J'ai arrêté à la lettre K. Vous voyez, je n'étais pas rendue loin, puis j'étais comme, oh non, si ça se rend à Z, moi je me rends pas, donc je l'ai abandonné. Ça arrive genre jamais dans des textes comme ça, là. Absolument, je suis comme, bah, je peux le finir, mais là, je n'étais pas intéressée. Le tour des petits pennes, donc de Caroline Allard, c'est rien d'ultra original, mais c'est intéressant. On aborde la grosseur du pen et le fait que parfois, lorsqu'il y a des hommes qui en ont des plus petits, ils savent mieux comment s'en servir ou savent peut-être mieux se servir du reste de leur corps. Il y en a qui croient que gros pen égale beaucoup de plaisir. Donc, c'est comme un préjugé et un standard que les hommes se disent, si j'ai un gros pen, j'ai pas besoin d'aider ma femme à venir ou tu sais d'y donner des préliminaires, d'y donner du plaisir parce que juste le fait que j'ai un gros pen, tu sais, c'est en masse, vous voyez? Ta bestiole à toi de Véronique Marcotte, gros trigger warning pour ce texte-là. C'est un historique de ses rencontres avec les pennes et une histoire assez bouleversante. Peine d'un troisième type de Sylvia Galipeau, une discussion avec une femme trans et la relation avec son peine. Bandé mou seul de Jolène Morin, exposition de peine en coussin. Ça, c'est, ma foi, un texte différent. Tu sais, on sent tout de suite où est-ce que ça s'en va. La protagoniste est très créative et tout. Ça aurait été quelque chose de visuellement intéressant à voir. Ça se traduisait quand même bien en texte, mais ouais, c'est particulier. 10-30 de Karine Glorieux, ça aborde la vasectomie. Et le dernier, c'est Mille un peine, un conte de Noël de Geneviève Lefebvre. Et j'ai oublié de prendre des notes directement après ma lecture. Et je me souvenais comme pas nécessairement de quoi ça parlait. Je l'ai comme revisité, puis je suis comme, ok, ben c'est vraiment pas tant mémorable parce que ça me rentre pas dans la tête. Mais de ce que je me souviens rapidement, c'est qu'elle tombe en amour avec un gars qui est avec quelqu'un d'autre, puis il va être bien malade, puis ils vont être là l'un pour l'autre, mais bon, tu sais, vraiment sans plus. Fait que tu sais, c'était comme un recueil moins bon que la moyenne là, pour moi, forcément. Par la suite, ça s'est pas amélioré parce que j'avais déjà lu un livre de Nathalie Roy et je voulais y donner une deuxième chance avec Turbulence du cœur, puis en plus c'est un livre bleu, donc je me disais que je pourrais, tu sais, le concept bleu-bleu et tout ça. Puis j'ai commencé à le lire un petit peu, j'avais pas énormément de temps. On a un personnage de 39 ans, un homme, Louis-Philippe Rousseau, qui est avocat, oui c'est ça, spécialisé en litige. Puis rapidement, je trouvais que c'était écrit comme une femme pense qu'un homme est. Comme, tu sais, on dit souvent que les auteurs ne savent pas écrire des personnages féminins. Puis on avait une discussion avec les Booktubies à propos que il y a des femmes aussi qui ne savent pas écrire les personnages masculins, dans le sens que comme ils leur font faire des choses qui ne sont pas typiquement masculines, c'est pas typiquement comme ça que les hommes pensent, et c'est très large ce que je dis. Donc c'était comme une discussion intéressante. J'étais en train de lire le texte, le roman, puis j'avais comme l'impression de voir l'autrice essayer d'écrire un personnage masculin. On dirait que j'y croyais pas, que ça fonctionnait pas. Il y avait des choses qui me titillaient, puis c'était pas comme gros, c'était pas, tu sais, complètement aberrant ou tout ça, mais comme le personnage principal, il entend deux de ses collègues avoir une relation sexuelle dans le bureau. Fait que là, lui, il est comme curieux, il est comme 8 heures du soir, tout le monde est supposé être parti. Il écoute aux portes, il trouve le local où est-ce qu'ils sont, il ouvre la porte, puis là, il les voit, puis il en profite pour rester là, puis regarder les attributs féminins de la femme. J'étais comme... Puis pourtant, c'est pas nécessairement un salaud, c'est pas comme nécessairement un mauvais gars ou tout ça. J'étais comme, quel comportement étrange, je comprends pas trop où est-ce qu'on va avec ça. Puis sa relation avec sa fille, il y avait plein d'affaires que
j'étais comme, je comprends pas, là, où est-ce qu'on veut aller avec ce personnage-là. Je trouve que c'était comme des comportements qu'on attribue aux hommes, mais sans explication, ou comme, je sais pas. Pour moi, ça fonctionnait pas. Puis, il y a eu un petit drame d'eau parce que j'avais laissé mon livre sur une petite table noire dans le salon, et mes chiens se couraient un après l'autre. Il y avait mon livre, une petite plante, je pense le gobelet d'eau de mon fils, et les chiens ils ont attrapé la table, ils l'ont fait renverser et il y a eu un gros dégât d'eau sur ce livre que, ma foi, j'ai bien réussi à sauver avec des Scott Towel, des essuie-tout entre les pages. Puis là, j'étais comme, bon, ben c'est un signe que je vais l'abandonner. Je l'ai probablement abandonné plus tôt que je l'aurais fait si cet événement-là ne se serait pas produit. Mais je me suis dit, bon, c'est un signe que je vais passer à autre chose. Donc, je me suis dit que sa plume n'est tout simplement pas pour moi. Ça se lit bien, c'est pas ça le problème, mais je me roule les yeux puis je trouve pas que j'embarque. Je trouve pas que j'y crois. Donc, on va passer à autre chose. Je savais que ça allait pas être un coup de cœur. En parlant de coup de cœur, ma chère Delphine de Vigan a publié en 2020 Les enfants sont rois. On va suivre deux protagonistes très différentes, soit Mélanie Clos. Mélanie Clos, c'est une fille qui rêve d'être populaire, qui a pas beaucoup l'amour de ses parents, ils ont toujours préféré sa sœur, elle est jamais assez bien, c'est jamais assez, peu importe ce qu'elle fait, sa sœur est meilleure, ses enfants sont meilleurs. Et Mélanie, elle a toujours eu un besoin d'être aimée. Rapidement, elle s'est tournée vers la télé-réalité. Elle voulait donc bien participer à une émission comme ça, puis elle voulait être sous les feux de la rampe, elle voulait avoir cette popularité-là, être aimée, être au centre de plein d'attention. Et c'est ça qu'elle va faire avec les réseaux sociaux maintenant que tu peux mettre ta vie sur YouTube, sur Instagram, ben elle va se créer une chaîne, elle va se mettre de l'avant et mettre de l'avant ses enfants pour créer une chaîne familiale pour que les gens la suivent et l'aiment et elle va faire quand même beaucoup d'argent avec ça puis elle va être très populaire. De l'autre côté, on va rencontrer Clara Roussel, qui, elle, travaille, elle est enquêtrice. Donc, son travail, c'est d'être très minutieuse, de s'assurer que tous les documents sont conformes, qu'il n'y a pas des trucs qui ont été oubliés, de relire les procès-verbaux, puis de souligner peut-être les idées ou les pistes qui les auraient échappées à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose de très intellectuel, de très cadré, répétitif d'un certain sens, très pointilleuse. Elle est fille de deux militants qui ont jamais cru en la police et tout ça. Donc, lorsqu'elle est partie faire son cours, ses parents ils étaient comme un peu sous le choc. Donc, elle a ça derrière elle. C'est une femme avec plus de famille, ses parents sont décédés quand même jeunes, elle n'a pas d'enfants, elle n'en veut pas. Donc ces deux femmes-là vont se croiser parce qu'il va se passer un drame dans la vie de Mélanie. Et la première partie, c'est comme l'enquête autour de ce drame-là. Il y a vraiment une tension, ma foi, assez intense. Puis on va parler beaucoup là, de toute cette histoire-là de réseaux sociaux parce que Mélanie, elle a deux enfants, Samy et Kimi, qu'elle met de l'avant dans les réseaux sociaux. Beaucoup, c'est même ces deux enfants qui sont les vedettes. Ils ont des horaires de tournage très chargés. Ils ont des vidéos à faire. Leur vie est autour de ça. Et donc, il y a beaucoup de réflexions qui vont être tirées de tout ça. Il y a des réflexions par rapport au fait que les lois autour des enfants qui sont dans les vidéos et tout ça ne sont pas encadrées comme les enfants acteurs, les enfants mannequins. Et lorsqu'il va y avoir désir d'encadrer avec la loi pour que l'argent leur revienne et tout ça, de donner un certain nombre d'heures que les enfants devraient faire par jour ou etc. Mais il y a des parents qui vont en profiter pour trouver les failles et s'organiser pour
continuer à faire ce qu'il faisait. Puis de toute façon, est-ce que la police va arriver chez les gens pour s'assurer que tout est respecté? Tu sais, il y a comme des zones de gris et tout ça. Donc la première partie, on va beaucoup parler de ça. Puis je vous dirais qu'en deuxième partie, la tension descend beaucoup parce qu'on a découvert ce qui s'est passé et tout. Puis là, je me suis demandé, est-ce que la deuxième partie, elle était utile? Je pense que oui. Peut-être pas aussi longue qu'elle l'est, mais c'est comme les ravages de cette surexposition-là des réseaux sociaux lorsque les enfants deviennent des adultes. Il y a comme différents moules, différents modèles. Il y a des enfants pour qui ça va être correct, tu sais, comme les enfants de stars aussi, même chose, tu sais, qu'on a suivi depuis la tendre enfance. Il y en a qui s'en sont bien sortis, mais il y en a que ça n'a pas vraiment fonctionné. Tu sais, aujourd'hui, qui sont aux prises avec différentes problématiques, avec la consommation et tout. Donc, on va être un petit peu dans ces enjeux-là aussi. Et le fait que les enfants en veuillent possiblement à leurs parents. Donc, je vous dirais que dans la première partie, je me disais, ce livre-là, ça va être un 5 étoiles, ça va être un coup de cœur, je le voyais arriver, je lisais, puis je voulais tellement tout savoir, je trouvais ça super intéressant. J'ai tiré plein d'extraits de ce livre-là, je le dévorais. Puis la deuxième partie, elle a vraiment pris un rythme beaucoup plus lent, même si j'ai continué à lire, puis je me suis jamais dit genre, ah, je le mets de côté puis je l'abandonne. Non, mais c'est sûr que c'était pas la même chose, c'était pas le même intérêt, puis je pense que ça a diminué un petit peu mon appréciation globale de tout ça. Delphine termine habituellement les romans à des endroits où on l'attend pas, plus tôt que tard, et là je pense qu'elle a un petit peu étiré sa sauce. Je comprends pourquoi, mais je pense que là elle l'a arrêté un peu trop tard. Tu sais, je pourrais dire ça ainsi. Mais sinon, ça a été une très bonne lecture que je suggère. Tu sais, moi, je ne suis pas de famille sur les réseaux sociaux. J'ai déjà suivi une chaîne, et puis, tu sais, je trouvais qu'elle mettait beaucoup son enfant de l'avant, puis ça me cause un malaise. Donc, je trouve que tout ça, c'est super intéressant. La relation entre les enfants et le parent, parce qu'il y a quand même une relation d'autorité, une relation de pouvoir. Est-ce qu'on peut vraiment dire que les enfants veulent faire ça? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils acceptent que leur consentement est éclairé alors qu'il y a cette relation de pouvoir et qu'ils veulent plaire aux parents? Il y a beaucoup de questionnements qui découlent de tout ça. Je trouve que c'est une conversation très importante à avoir et c'est un livre qui peut apporter cette conversation-là. Donc, si c'est juste pour au moins vous faire réfléchir, parce que je pense qu'il y a quand même les deux côtés. On a Mélanie qui est all the way sur les réseaux sociaux, qui dit tout, qui parle de tout, qui montre tout, qui reçoit plein de produits, qui donne des bisous étoiles, des poutous bisous, si c'est bisous, c'est la belle vie, ses enfants sont contents, tu sais, qui se ment et qui se crée quelque chose qui n'existe pas non plus, tu sais, que c'est plus gros que nature, et elle se perd là-dedans, mais tu sais, tant qu'à avoir tout l'amour, c'est juste ça qu'elle a besoin. Et de l'autre côté, on a Clara, elle, qui refuse un petit peu de suivre les technologies, donc qui est très isolée de tous les gens. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, tu sais, j'ai bien aimé la lecture, je recommande pour toutes ces raisons-là. On continue avec Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, le livre pour le club de lecture du Club Démenti. C'est pas un livre pour lequel j'avais de l'intérêt préalablement, de ces thématiques, j'imagine. J'avais pas nécessairement les yeux dessus non plus. J'ai jamais lu ces autrices-là. Donc, je vous dirais que je l'ai lu parce que je suis une suiveuse, puis que je voulais lire, ou en tout cas voir. Puis, je me laissais vraiment la porte grande ouverte pour un abandon si nécessaire. Donc, de quoi ça parle, Mexican Gothic? On va suivre Noémie. En fait, elle va recevoir une lettre de sa cousine Catalina, qui est assez particulière parce qu'elle s'est mariée avec Doyle il y a quelques années, peut-être même pas quelques années, là, quelques temps, et puis elle n'a pas revu sa cousine depuis ce temps-là. Elle est partie dans leur château, quand même loin d'où est-ce qu'elle habite, elle, en ce moment. Puis la lettre est étrange, c'est comme un peu sans queue ni tête, elle parle d'empoisonnement, elle parle qu'elle entend des voix, des fantômes, qu'elle est en danger.
C'est un peu inquiétant. Donc, le père de Noémie décide d'envoyer Noémie pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est Catalina qui va au plus mal? Est-ce qu'on a besoin de s'inquiéter de son mari Doyle? Puis si ça va pas, ben juste comme d'y écrire, puis ils vont ramener la cousine, puis s'assurer qu'elle a les soins nécessaires, qu'elle va bien, tu sais. Donc ça, c'est le projet de Noémie, c'est là où elle s'en va. Et si je peux vous en dire un petit peu plus, lorsqu'elle va arriver à ce château qui, ma foi, est lugubre, pas très entretenu, il n'y a aucune lumière, c'est poussiéreux, on n'a pas le droit de parler fort, il y a des moments de silence. Elle va sentir qu'il y a comme quelque chose d'étrange, effectivement. Noémie, c'est quand même quelqu'un d'assez rationnel, donc elle va essayer de comprendre, puis de mettre de côté ses intuitions, ses ressentiments, ou comment elle se sent. Elle va essayer de trouver quelque chose de rationnel, de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais définitivement, c'est pas net là-bas, vous comprendrez. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Eh bien, je vous avouerai que le premier chapitre, on est avec Noémie, là, elle est dans sa vie de bourgeoise. Le premier chapitre, je comprenais pas trop là, où est-ce que ça s'en allait, puis j'étais pas certaine d'embarquer. Mais rapidement, dans le deuxième chapitre, là, Noémie parle avec son père lui parle de la lettre et du fait qu'il va l'envoyer trouver sa cousine. Puis tout de suite, à partir du deuxième chapitre, j'étais intéressée, j'étais interpellée. Je voulais savoir, puis tout le reste du roman, là, j'ai lu ça vraiment très rapidement. J'ai ressenti beaucoup d'émotions. C'est le genre d'ouvrage où je peux me projeter dans la vie du personnage principal, du protagoniste, puis je me sens comme le protagoniste parce qu'elle est piégée, puis je sais qu'il n'y a pas d'autre ouverture, il n'y a pas d'autre manière de sortir de là. Tout ce qu'elle fait, c'est ça que j'aurais fait. Donc, ça me met là, dans des émotions, ma foi, incroyables. Je suis prise, je suis comprimée, j'ai de la misère à respirer, je suis en colère, je suis au désespoir. J'ai vraiment vécu beaucoup de choses dans ce livre-là. La protagoniste, je l'aime bien. Oui, on est quand même pas dans les années récentes, on est autour de 1950, il me semble, tu sais, donc la place de la femme, c'est pas... Il n'y a pas de place de la femme, tu sais, elle appartient à l'homme et tout ça. Donc, Noémie, elle est quand même très frondeuse et un petit peu irrévérencieuse dans sa manière d'être, mais on s'entend que comme je la lisais, puis moi, dans ma tête, je laisserais tellement plus, elle a beaucoup plus de délicatesse et d'entourloupette que moi dans cette situation-là. J'étais comme ça, pas de bon sens, comme on la ramène, puis comme taisez-vous, puis mais j'ai beaucoup aimé suivre Noémie. J'ai trouvé que c'était une protagoniste avec une tête, une belle tête, puis forcément, elle ne se laisse pas aller du côté du surnaturel tout de suite. Elle veut vraiment être rationnelle parce que dans la vie, tu sais, comme dans notre vie, c'est ça qui est autour de nous. Donc, c'est logique que ça lui prenne du temps à se dire, ben, peut-être que c'est autre chose, qu'elle combat ça, puis qu'elle essaie vraiment de trouver une raison scientifique derrière ces étranges situations-là. Et il y en a beaucoup des situations étranges. D'ailleurs, juste le fait de vivre avec la famille Doyle, qui sont tous plus désagréables les uns que les autres, je l'ai trouvé super bonne parce que moi, j'étais tout le temps en train de sacrer entre mes dents. J'étais comme, le mot t'a dit, l'amour t'a dit. Que j'ai vécu des émotions. Donc, personnage, j'ai détesté tous les personnages qu'il y avait à détester, j'ai aimé tous les personnages qu'il y avait à aimer, j'ai aimé aussi la romance qui se trame, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça fait aussi évoluer Noémie au travers de tout ça, elle qui vit pour les parties, pour les beaux hommes, donc là, tu sais, elle prend la peine d'apprendre à connaître quelqu'un, mais en même temps, c'est quelqu'un-là est pris dans ce château maudit, dans cette famille-là complètement là, youhou, donc c'est comme pas une situation idéale, genre si elle aurait pu choisir, il aurait fallu que ce soit pas quelqu'un du château, on se comprend. Donc j'ai beaucoup aimé tous les personnages,
C'est un roman qui défile, qui déroule, qui va vite, il y a beaucoup d'action. C'est pas quelque chose qui prend son temps, qui donne des détails et tout ça. Non, il se passe tout le temps des choses. Donc ça, moi, ça m'accroche. C'est définitivement ça qui a pu me sauver de ce roman-là par rapport à d'autres romans qui sont similaires avec un château, puis des trucs mystérieux et tout ça. Vraiment, c'est le fait que c'était un feu roulant, là, ça m'a happé. Puis j'étais dans la lecture de A à Z. J'ai tout aimé de ce livre-là. Ça a été une lecture, ma foi, assez forte. Le fait que j'ai vécu beaucoup d'émotions, ça pèse dans la balance pour mon appréciation. J'ai eu du mal à dormir lorsque je lisais ce livre-là juste avant d'aller me coucher parce que tout ce qui se passe, là, mon Dieu, c'est à rendre complètement dingue. Et vraiment, l'ambiance était on point. J'ai beaucoup aimé ça pour me donner cette sensation-là. Ça fonctionne. Sentiment d'impuissance au maximum. Je ne regrette pas du tout d'avoir lu ce roman-là. Je veux relire cette autrice-là. Belle, grosse lecture. Malheureusement, par la suite, ça a été un abandon. J'ai trouvé dans une boîte de lecture Perle de verre de Dan Dumont, qui est pas du tout son plus populaire. C'est probablement La course de rose que je n'ai pas lu. Mais comme je suis tombée sur ce livre-là dans une boîte de lecture, je me suis dit, bah, c'est gratuit, je vais le prendre puis je vais voir ce que j'en pense. Donc, lorsque j'avais lu le résumé, ce qui m'avait fait un petit peu peur, c'est qu'on a beaucoup de personnages. Nellie Gordon, Julie, Taz, Everett. Leurs histoires sont liées, puis on suit les personnages ensemble et séparément. On suit leurs histoires dans le présent, dans le passé. Pour moi, ça, c'est un petit peu beaucoup. Puis même, tu sais, j'ai lu 100 pages, puis ça faisait plusieurs pages déjà, plusieurs chapitres. Puis j'étais un petit peu encore mêlée entre Julie puis Nellie. Je trouve que le tout était pas tant campé. Donc, de quoi ça parle? Ben, Nellie, elle va décider de partir de la réserve, d'être la meilleure version d'elle-même, de faire des études, mais elle va encore avoir un lien avec ses amis, puis elle va avoir de la misère à s'intégrer. Donc, c'est un petit peu ça, mais de ce que j'ai lu pour 100 pages, il y avait quand même une non-histoire, dans le sens que comme c'est juste de les suivre dans leur vie quotidienne, mais il n'y a pas de ligne directrice, pas nécessairement de développement, pas d'éléments déclencheurs, puis de... Fait que tu sais, je me suis rendu compte que je tournais les pages, puis j'avais pas tant d'intérêt que ça, que je finissais par trouver ça juste comme plus ou moins intéressant. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le meilleur ouvrage pour découvrir cette autrice-là. Je garde encore La course de rose en tête, mais celui-là, je l'ai abandonné. J'ai terminé la 5e chronique du plateau Mont-Royal de Michel Tremblay, qui se nomme Le premier quartier de la lune. Donc, il me reste juste la 6e chronique pour avoir fini cette méchante grosse brique. Le premier quartier de la lune, on va suivre Marcel et Jean-Marc, qui sont les deux enfants, deux cousins. On suit leur relation et il va se passer aussi... il se passe comme tout et rien, là, dans certains sens, que c'est le début de l'été, puis Jean-Marc, c'est un premier de classe, tout va bien, puis Marcel, ça va pas du tout. C'est particulier parce que Marcel, c'est pas le même que je l'avais imaginé dans les chroniques précédentes, parce que les personnages reviennent. J'avais beaucoup de mal à tout comprendre, c'était les enfants de qui, puis à faire les liens familiaux. J'aurais vraiment eu besoin d'un organigramme, mais là, avec ça, en tout cas pour le fait qu'ils étaient cousins, puis c'était qui leur mère, puis c'était les frères et sœurs, c'était comme... Mon Dieu, mes chiens se battent. C'était comme un petit peu plus facile, mais sinon, j'embarque comme pas. Tu sais, j'ai lu, puis ça va, puis celle-là, tu sais, j'ai trouvé ça intéressant. C'est définitivement pas ma préférée. Je pense que c'est encore des nouvelles d'Edouard, celle que j'ai préférée. Il y a comme tout le volet aussi un petit peu de réalisme magique, que je sais pas quoi faire avec ça, parce que c'est comme pas expliqué. Puis c'est comme normal, mais en même temps, ce sont pas tous les personnages qui sont dans ça, donc c'est normal pour les personnages qui vivent avec cet aspect de réalisme magique. Mais moi, je trouve ça vraiment étrange que ça soit juste inséré comme ça, puis qu'il n'y ait pas d'explication, ça me gruge un petit peu. J'ai trouvé ça touchant, par contre, l'histoire de Marcel.
il est quand même difficile à suivre parce qu'il y a comme beaucoup de colère, puis sa famille est très dure avec lui. Puis on va voir qu'il y a des crises d'épilepsie, puis dans ce temps-là, ben il y avait beaucoup de jugements. On disait, tu sais, qu'il y avait des enjeux mentaux, puis là en plus qu'il fait des crises. C'était vraiment pas idéal là, comme situation, puis comme vie, puis qu'est-ce qu'il pouvait voir pour le futur. Donc ça, c'est quand même touchant, toute cette section-là. Puis la réalité aussi de sa mère, de qu'est-ce qu'elle va faire avec cet enfant-là. Il peut plus aller à l'école, mais il y a comme pas de futur pour lui. Donc, tu sais, il y a tout ça qui est super intéressant. Mais encore une fois, tu sais, je vous dis qu'il me reste une chronique à lire, mais après ça, je vais sûrement donner là, ma brique, puis passer à autre chose. Là, je vais être contente de les avoir lus, mais ça résonne pas beaucoup avec moi. Ok, mes dernières lectures du mois de novembre, donc il y a eu des petites péripéties, hein, parce que dans ma pile à lire du mois de décembre, je vous ai parlé de 1984 de George Orwell, qui m'a abandonnée. Donc je ne vous parlerai pas de ce livre que j'avais à peine commencé. Donc un abandon. Ce livre m'a abandonné, ce qui fait en sorte qu'il a fallu que je me retourne sur un Dixen. Dans mon sac, j'avais apporté 2 livres à faire dédicacer, Capillaire de Fanny de Meul que j'avais déjà lu, et celui-ci, L'aurore martyrise l'enfant de David Ménard, un auteur que j'avais déjà lu qui fait principalement de la poésie, mais ce que j'aime vraiment beaucoup de cet auteur-là, c'est qu'il parle de personnages féminins mal aimés et pour des bonnes raisons, tu sais, des femmes qui ont commis des crimes, qui ont fait des choses atroces, puis il va jouer dans l'art psychologique. Donc, j'avais lu Poupée de rouille, que j'avais beaucoup aimé. J'avais essayé de lire L'autre ciel, que j'avais malheureusement abandonné. Mais c'est que cet auteur-là, il a vraiment une écriture très florale. C'est très beau, c'est très poétique. C'est un peu trop abstrait et, je sais pas, fleurissant pour mes goûts préalables. Mais là, ici, je trouvais ça vraiment intéressant d'aller dans la tête de Marianne Hood, la marâtre, celle qui a tué Aurore, l'enfant martyr. Puis, je vous dirais que malgré tout, je veux relire cet auteur-là s'il continue à écrire sur de tels sujets parce que je trouve ça fascinant. Je débroussaillerai son écriture pour trouver tout le contenu que, ma foi, j'aime énormément. Donc, tu sais, c'est un peu ça qui s'est passé ici. Il y a des moments où l'écriture me rejoint moins, puis que j'essaye d'y aller puis de comprendre le contenu, mais parfois là, ça coule de souche avec moi, puis lorsqu'on est dans le feu de l'action, là, j'aime vraiment beaucoup ce que cet auteur-là nous propose. Et ici, c'est ça qui est intéressant, tu sais, parce que bon, c'est sûr qu'il y a un côté fiction, mais il a lu le procès de cette femme-là, il a lu sur sa vie, il a recueilli des informations, puis essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête de cette femme-là. Et je pense que son mandat est réussi. J'ai terminé ce petit court roman là, qui se lit en moins de 2 heures. Et j'étais fascinée, je voulais tout savoir à propos de Marianne Hood. C'est juste qu'à toutes les fois que tu tapes son nom, tu tombes sur Aurore, parce que leurs destins sont liés, alors que moi, je voulais juste savoir à propos d'elle, tu sais. C'est sûr qu'on va y aller dans un passé difficile. On est aussi dans une époque où il n'y a pas d'histoire de pilules anticonceptionnelles, il n'y a pas de pilules du lendemain non plus. Les femmes servent à procréer, à donner la vie. Et c'est pas il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il y a les sœurs, entrer dans la religion catholique à l'église, ou de trouver un mari, ou tu sais, faire des petits jobs pendant la nuit sur le site, mais ça aussi, ça peut créer des grossesses. Et malheureusement pour elle, parce que elle était très fertile et elle aimait pas les enfants, ce qu'on sache. Est-ce que ça, c'est une extrapolation? Sûrement, mais c'est quand même un filon qui me semble très plausible. Et elle a eu beaucoup d'enfants avec son premier mari,
Et lorsqu'elle a marié Télésphore, elle en a eu d'autres, et lui, il en avait déjà. Et toute leur relation avant, elle se tisse, puis on comprend aussi que elle aimait vraiment beaucoup cet homme-là, qu'il y a des situations qui ont fait en sorte qu'ils n'ont pas pu être ensemble, puis que comme les enfants étaient dans le chemin de leur amour, tout simplement. T'sais. En 2023, il n'y aurait pas eu tout ce contexte-là, elle aurait pris la pilule, elle se serait fait opérer, je sais pas, tu sais, elle se serait assurée de ne pas en avoir des enfants, mais à l'époque, elle était fertile, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, on lit ça, puis on ressent comme ce qu'elle ressent, tu sais, puis on peut comprendre un peu la situation, même si, ma foi, c'est horrible. Et je pense que ma plus grande révélation, puis là, c'est sûr qu'on sait pas tout, puis on peut pas vraiment savoir, mais tout le drame autour d'Aurore, ça s'est causé, entre autres, parce qu'Aurore, c'était pas son enfant, parce qu'il y a eu des hypothèses qu'elle maltraitait et qu'elle aurait donné la mort à ses enfants, à plusieurs de ses enfants, mais à l'époque, tu sais, des maladies infantiles en très bas âge, ça arrivait souvent que les enfants mouraient, puis bon, un enfant à cette époque-là, ça valait pas grand-chose tant qu'il était pas rendu adulte, fait que tu sais, on se préoccupait pas tant que ça de ça. Puis pendant les procès, on se serait rendu compte qu'il y avait des signes de violence et tout sur ses propres enfants. Ça, là, ça rend le tout vraiment troublant. Juste pour ça, là, juste pour donner une perspective autre, ça vaut la peine de le lire. Ça excuse rien. L'auteur excuse rien, mais nous met dans la tête d'une personne profondément malheureuse et mal dans son temps, mal dans son époque, qui est dans une absence de choix et qui va faire ces gestes horribles-là pour sauver sa peau. Ah! J'ai trouvé ça, là, le contenu, ma foi, est vraiment spécial. J'ai terminé mon mois de novembre avec Vaillante de Chris Bergeron que j'ai acheté au Salon du Livre de Montréal, qui est comme un tome 1.5 de Valide et Vandale, qui est le roman qu'elle vient de sortir. La petite histoire, c'est que je l'avais vue en entrevue, puis je trouvais ça vraiment intéressant, comment elle parlait, puis ses propos, puis je savais que j'avais pas apprécié tant que ça son premier tome. Je voulais l'apprécier, mais il y avait quelque chose qui connectait pas. J'étais comme, ah, je m'en fous, là, je veux aller la voir, puis je voulais aller à ses prescriptions littéraires. J'ai tellement eu un coup de cœur, personnalité pour cette femme-là. Mon Dieu, qu'elle nous a fait rire, on a passé tellement de temps avec elle. Puis, elle m'a reconnue, elle m'a dit, tu sais, qu'elle savait que j'avais pas aimé son premier roman. Et là, je me suis liquéfiée. Imaginez-vous à quel point je me suis liquéfiée sur place. Je me demandais donc bien ce que j'avais dit sur son roman, tu sais, là, j'avais chaud. Mais elle m'a dit que possiblement j'aimerais mieux ce livre-là. Donc, bon, c'est un tout petit, je l'ai lu assez rapidement dans le retour vers Ottawa après le Salon du Livre de Montréal. Et voilà mes impressions. Ça se passe, ce sont deux astronautes, on est en orbite entre Vénus et Mars, et il va se passer un drame. Il y a juste les deux femmes qui sont là, donc un voyage en duo. Tu sais, ça se fait assez vite, je vous fais pas de divulgacheur, là, on le sait assez rapidement, mais c'est comme de découvrir qu'est-ce qui s'est passé puis comment ça s'est passé. Il y a quand même des similitudes avec Valide parce qu'on a encore une fois un personnage qui se raconte. Il y avait un petit peu plus de back and forth, il me semble, dans Valide parce que l'intelligence artificielle, il répondait ici, on est vraiment plus dans un monologue, mais on retrouve quand même la plume. Et c'est comme un moment où on est hors gravité. Il y a quelque chose dans l'écriture qui est fascinante parce que même si on est dans des propos, même si on est dans une situation d'urgence, c'est comme très enveloppant, c'est très maternant, c'est comme très doux, c'est correct. On ressent pas tant l'angoisse, on sent une bienveillance autour de soi. Si je faisais un continuum, je mettrais comme Chris Bergeron au tout début de comme c'est doux, c'est beau, c'est motonneux, c'est cotonneux, peu importe le sujet, puis à l'autre extrémité, MP Lafontaine. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Puis pourtant, peu importe le sujet, peu importe si le sujet est triste ou non, Marie-Pierre, ça va toujours faire mal. Puis Chris Bergeron, c'est tout le temps
doux, enveloppant, une bonne petite poignée de joue, une bonne petite paparmane, je sais pas. Puis pourtant, il se passait quelque chose, tu sais, on est censé se sentir sur le qui-vive, mais comme l'écriture est en contrôle, c'est fascinant. Et là, j'étais en train de penser à ça pendant que je voulais m'endormir, vous comprendrez. Et j'ai compris peut-être quelque chose. J'ai un filon. Parce que moi-même, comme personne, je ne suis pas très up and down dans mes émotions. Je suis pas capable de les exprimer d'une façon saine, je crois. Donc, j'ai tendance à ne pas les exprimer. Tu sais, la colère, la tristesse, même la joie, parfois ça sort tout croche. Donc, je garde ça à l'intérieur et toute seule, dans mon intimité, sans que personne me voie, je vais peut-être, tu sais, sortir un petit peu d'émotion, mais sinon, j'ai besoin de garder le contrôle. Et je pense que c'est comme ça que la protagoniste est. Et je pense que c'est pour ça qu'on a de la misère à connecter, parce que j'ai besoin de protagonistes qui sont à l'opposé de moi pour comprendre comment on peut vivre nos émotions autrement qu'en les refoulant par en dedans, tu sais. Je pense que c'est ça. Elle écrit des personnages qui sont tellement en contrôle de leurs émotions que je peux pas connecter émotivement parce que moi aussi, je dois garder le contrôle de mes émotions. Je sais pas, c'est une théorie. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était un bon moment. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a des petites perles assassines dans ce livre-là. Tu sais, des petits moments que t'as un petit sourire en coin. J'ai reconnu sa dégaine, j'ai reconnu sa manière de penser, sa manière d'être dans son écriture parce que là, je l'ai un petit peu côtoyé. J'ai trouvé que c'était un bon moment. J'ai trouvé ça agréable, même si c'est quand même quelque chose de terrible qui se passe, tu sais. Fait que voilà, c'est ainsi que se termine mon bilan du mois de novembre. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Vous pouvez me dire, là, ça a été laquelle votre meilleure lecture du mois de novembre? Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.